Alors, on va tenter la connexion déjà pour démarrer. Puisqu'il est 20h31, on va pouvoir démarrer notre dernière audition de la journée. Si nos invités, nos interlocuteurs nous entendent bien, donc normalement nous sommes en visio avec Madame Mury, Monsieur Furst et Monsieur Martin. Est-ce que vous nous entendez, messieurs, Madame? Oui, on vous entend, mais je crois qu'il y a un écho. Ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup d'échos. Et on ne vous a pas entendu, ou quasiment pas. Donc on va essayer d'établir Je pense que c'est pas... Ah, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est mieux là. C'est parfait. Tous les trois, vous nous entendez? Oui. Vous êtes ensemble peut-être ou dans des lieux séparés? Enfin, votre vie... Complètement séparée, malheureusement. Votre vie privée ne nous regarde pas. Bon, excusez-moi, c'est la fin de la journée, notre dernière audition, alors nous sommes un peu cabotins. Bien, voilà. Alors, puisque vous nous entendez, nous allons démarrer. Je suis Didier Legac, le président de la commission d'enquête parlementaire. Madame la rapporteure Myriana Redarbelot est à mes côtés, ainsi que les députés présents à l'audition. Donc, je l'ai dit, nous accueillons ce soir Madame Florence Mury, Monsieur Benjamin Furst et Monsieur Brice Martin. Alors, nous allons parler histoire et géographie, puisque tous les trois, vous connaissez bien la Polynésie, où vous êtes d'ailleurs. Madame Mury, d'abord, vous êtes agrégée d'histoire et vous avez ensuite soutenu à l'Université de Limoges une thèse en géographie au mois de décembre 2022, c'est assez récent, portant sur les échelles des renaissances culturelles en Polynésie française. Et vous êtes actuellement post-doctorante au CNRS et travaillez principalement sur le régionalisme polynésien. C'est bien ça? Alors, je suis agrégée de géographie, vous m'entendez bien? D'accord, et non pas d'histoire. Oui. Et voilà, et j'ai travaillé sur le régionalisme culturel océanien, mais maintenant je travaille sur les mobilités des travailleurs et des travailleuses polynésiens et polynésiennes liées au CEP en Polynésie française. Merci pour ces précisions. Monsieur Furst, vous êtes docteur en histoire, vous et non pas en géographie, j'espère. Et vous êtes maître de conférences chargé de cours à l'Université de Haute-Alsace et ingénieur de recherche au CRESAT, CRESAT étant le centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques. Vos sujets de prédilection ont trait à l'histoire environnementale, notamment l'histoire du nucléaire, et à l'histoire de la Polynésie française. Autant dire que vous allez sans doute ce soir pouvoir nous éclairer. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça, monsieur Furst? C'est à peu près ça, à l'exception que je ne suis pas maître de conférence. D'accord. Bon, bah, vous mériterez de l'être. Et monsieur Martin... Je note. Donc vous n'êtes pas... Monsieur Martin, vous êtes normalement titulaire d'un doctorat en géographie et vous enseignez à l'Université de Haute-Alsace également. Vous êtes par ailleurs membre du directoire du CRESAT, je viens de dire ce que c'est, et responsable de l'axe de recherche Géohistoire des risques. Vous vous intéressez notamment à la géographie des risques, oui, qu'il s'agisse des risques naturels ou technologiques, et à ce que l'on appelle la géohistoire. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Bon, parfait. Nous sommes très heureux de vous accueillir afin que vous nous éclairiez sur deux aspects qui touchent à notre commission d'enquête. D'abord, le CEP, le Centre d'expérimentation de Polynésie, et d'une part, et les conséquences environnementales des essais nucléaires d'autre part. Monsieur Furst, vous êtes notamment l'auteur d'un article avec Alexis Vrignon sur les conséquences du CEP à Tahiti, jalon d'une histoire environnementale de l'agglomération de Papeete, 1960-1990. Et avec monsieur Martin, votre collègue, vous êtes également l'auteur d'un autre article que nous avons distribué aux membres de la commission d'enquête, intitulé « Au-delà des radiations, l'impact environnemental du CEP ». Et je signale enfin que vous avez tous les trois participé à la rédaction d'un tout récent dictionnaire historique du CEP sous la direction de Renaud Meltz, Monsieur Meltz, que nous auditionnerons d'ailleurs au mois de mars. Voilà, donc compte tenu de votre expertise, double expertise sur le sujet, je vous remercie tous les trois d'être venus pour cette audition. J'aurai pour ma part, comme toujours, deux questions à vous poser.
en quelque sorte pour lancer les propos liminaires. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire, lorsqu'il a été question d'implanter le CEP en Polynésie, ce sont bien des milliers de personnes qui sont venues, civiles et militaires, travailler au CEP. Selon vous, les a-t-on informés au préalable des possibles effets des tirs nucléaires qui allaient être tirés quelques mois plus tard à Moruroa ou Fangatofa? Ou est-ce que les autorités, à l'époque, étaient persuadées de l'innocuité de ces tirs, à tout le moins vu la distance à laquelle ils étaient pratiqués? Donc, première question sur le degré d'information des personnes qui sont venues autour du CEP. Et ensuite, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé une fois les essais terminés? De quelle manière le CEP a-t-il modifié la géographie des lieux sur lesquels il a été implanté? Comment s'est déroulé ce démantèlement, s'il a eu lieu? Et avec le recul, a-t-on pu mesurer ses impacts environnementaux, humains, économiques, voire même sociologiques? Voilà. Mais avant de vous laisser la parole à tous les trois, comme d'habitude, je vous remercie de nous déclarer chacun à tour de rôle tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer, le cas échéant, vos déclarations, car je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose à toutes les personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à tour de rôle à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Madame Muri d'abord. Je le jure. Monsieur Furst. Je le jure. Et Monsieur Martin. Je le jure. De la main droite. Merci. Bien. Alors, je ne sais pas comment vous procédez tous les trois dans la répartition du temps de parole. Donc, on vous laisse la parole pour un temps liminaire, 20 minutes, 30 minutes, pour poser un peu le tableau et répondre à mes questions. Qui veut démarrer ? Je vais me lancer. Madame Muri. Donc, oui. Donc, pour ce qui est du niveau d'information des travailleurs et des travailleuses du CEP, donc déjà peut-être signaler qu'on estime qu'il y a environ 100 000 personnes qui ont été concernées par le travail au CEP en Polynésie française, et que parmi ces 100 000 personnes, il y avait 10 à 12 000 travailleurs et travailleuses polynésiens et polynésiennes, qui a eu aussi des travailleurs venus du Portugal. Donc ça, c'est une histoire aussi qui reste à écrire. Et concernant donc le niveau d'information, c'est un niveau d'information qui était relativement inégal selon le service dans lequel le personnel le service auquel le personnel était affecté. On peut supposer quand même que les personnes qui travaillaient au service mixte du contrôle biologique ou au service mixte de surveillance radiologique avaient accès quand même à plus d'informations. Et donc, peut-être qu'il y a un élément. Moi, j'assure aussi le copilotage du SOSI, Observatoire des héritages du CEP, avec Renaud Mels, qui lui est le pilote. Et donc, dans ce cadre, j'ai mené une campagne d'entretien de 130 entretiens en Polynésie française auprès des anciens travailleurs et des anciennes travailleuses du CEP dans différentes îles de Polynésie, mais on aura le temps de revenir là-dessus, je pense. Et donc, ce qui ressort dans ces entretiens, c'est ce caractère inégal de l'accès à l'information, avec parfois des témoignages qui nous disent qu'un agent du SMCB a pu alerter tel ou tel de ces travailleurs sur les risques encourus, mais donc une information qui était inégale. Et donc, il y a des mesures qui étaient prises et des interdictions qui étaient formulées. Donc, parmi ces mesures qui étaient prises, il y a notamment au moment des tirs, ces périodes de rassemblement qu'il fallait respecter de manière très stricte. Tous les travailleurs et toutes les travailleuses polynésiennes et polynésiennes disent que si on manquait à l'appel juste avant un tir, c'était l'avion direct, donc sous-entendu qu'on allait être renvoyé. Donc il y avait là aussi, ça pouvait constituer quand même une source d'information.
Donc ces précautions, il y a aussi des précautions qui ont été prises concernant la consommation de poissons sur les atolls de Mororoa et Fangataufa, avec des interdits qui ont fluctué au cours du temps, mais donc un respect de ces interdits qui a là aussi été enfin ces interdits ils ont été largement contournés, et c'était un peu un secret de polichinelle concernant la consommation de poissons, notamment de la part des populations polynésiennes, mais pas seulement. On a aussi des témoignages d'anciens travailleurs POPA, donc européens, français, qui expliquent avoir consommé du poisson et parfois avoir aussi été alertés ou sanctionnés sur les risques qui étaient pris. Voilà, donc pour ce qui est de la situation d'information. Après, on a des exemples où il y a eu une. Enfin, parce que c'est Renaud Mels qui le documente, des formes de dissimulation, notamment en ce qui concerne les conséquences de certains tirs, comme le tir Aldébaran en 1966 et les retombées qui ont affecté Mangareva, donc l'archipel de Mangareva, où là, on a des traces dans les archives explicites donc formulées qu'il vaut mieux pas informer la population du risque qui a été, c'est une catastrophe, hein, c'est retombé, parce que ça risquerait d'entraîner un rejet donc des essais nucléaires. Et donc ça avait aussi été documenté dans Toxique et par Vincent Jauvet. Donc voilà, donc on a un niveau d'information qui a été donc inégal et parfois des formes de dissimulation également. Et donc pour ce qui est de la mémoire du risque, finalement, on a eu donc à partir de 2001 et du travail des associations d'anciens travailleurs et de vétérans, des révélations successives concernant ces risques. Donc, on a aussi une mémoire du risque qui s'est construite a posteriori. Et donc, ces révélations qui ont eu aussi un impact psychologique sur les anciens travailleurs et les anciennes travailleuses, mais aussi sur les résidents et les résidentes de Polynésie française. De prendre conscience après coup des risques auxquels on a été exposé, avec aussi des inconnus, des incertitudes concernant la question, par exemple, du risque transgénérationnel. Donc, on trouve des inquiétudes vis-à-vis de ce risque dans les archives dès le tout début des essais nucléaires. Et donc, pour le moment, il n'y a pas encore de consensus scientifique fermement établi sur ces questions. Et donc, il manque encore, à mon sens, cette grande étude qui, en épidémiologie, mais aussi associant les sciences humaines, puisque face à un risque environnemental, il est extrêmement compliqué. Le risque environnemental, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Il implique la collaboration entre différentes disciplines. Et les sciences humaines ont leur pertinence pour bien concerner ce risque environnemental. Et donc, il manque cette grande étude encore qui permettrait un suivi au long cours, que ce soit des populations résidentes et des anciens travailleurs. L'étude SEPIA, elle a elle-même signalé ses limites et on pourra également en rediscuter. L'existence de biais comme le biais du travailleur sain, le fait qu'ils considèrent dans l'étude qu'entre 66 et 68, tout le monde a eu accès à un suivi dosimétrique, alors que la source sur laquelle ils se fondent dit que c'est la quasi-totalité, et que nous, dans les entretiens qu'on effectue, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui n'ont pas eu accès à ce suivi dosimétrique. Et d'ailleurs, on en a la certitude puisqu'il ne figure pas dans la liste à laquelle j'ai pu avoir accès au DSEN. Donc voilà, on a le manque encore concernant donc cette grande étude, ce suivi qui permettrait d'apaiser, à mon sens, donc de poser aussi les problématiques du risque environnemental en Polynésie de manière plus sereine. Très bien, merci.
qui veut poursuivre, Monsieur Furst ou Monsieur Martin, n'hésitez pas non plus à éclairer les membres de la commission sur le contexte de l'époque, puisque vous êtes à la fois historien et géographe. Je rappelle notamment que la population de Tahiti passe en 1962 de 45 000 habitants à 71, en quelques années, à près de 80 000 habitants. Donc elle ne double pas, mais presque en juste quelques années avec l'arrivée du CEP. Donc n'hésitez pas à illustrer vos propos et à éclairer les membres de la commission. Alors, qui veut poursuivre, Monsieur Furst ou Monsieur Martin? Oui, je peux rebondir sur ce que vient de dire Allez-y. Florence Murry et confirmer qu'effectivement, à la fois dans les sources et dans les entretiens, alors Florence a de loin mené le plus d'entretiens de l'équipe avec Renaud Mels, mais même dans les quelques entretiens que j'ai pu mener de mon côté, on a un savoir qui se constitue un petit peu au gré des influences et des expériences. Le dernier entretien que j'ai pu faire avec Renaud Mels le mois dernier, c'était un appelé qui était à bord du Foch et qui disait que il savait qu'il y avait un risque, mais c'est notamment parce que cette personne était placée à un poste qui lui permettait d'avoir au moins des bribes d'informations. Donc, il y avait une information qui était très parcellaire. Si je peux me permettre d'esquisser des éléments de réponse à l'autre question de Monsieur Le Guec sur la modification de la géographie, le CEP a clairement transformé l'environnement de la Polynésie au sens large. À la fois au moment de son installation, dans son fonctionnement et au moment de son démantèlement. Alors, il faut insister sur l'extrême diversité de ce qu'on peut comprendre par conséquences environnementales. Si vous avez lu le chapitre qu'on a co-signé avec Brice Martin et Théva Meyer dans l'ouvrage de 2022, vous savez que les enjeux de la radioactivité occupent légitimement le devant de la scène, mais que l'impact environnemental au sens très large dépasse ce cadre dès qu'on s'intéresse à l'action du CEP, aux conséquences du CEP, au-delà des essais stricto sensu. Et depuis le début de nos travaux, en 2018, par le biais du programme Histoire et Mémoire du CEP, financé par le gouvernement par la Polynésie française, nous avons essayé d'en explorer quelques exemples qui, délibérément, à la fois pour des questions d'accès aux sources, de connaissances en sciences physiques et en radioactivité, et pour montrer que l'environnement ne peut pas s'étudier que par son exposition aux radionuclides, on a essayé d'en explorer quelques exemples qui s'éloignaient des effets directs des détonations. Et donc, l'arrivée du CEP a largement transformé l'environnement polynésien, à la fois parce qu'il a suscité des aménagements, parce qu'il a généré des mobilités, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'il a causé des pollutions autres que celles de la radioactivité. Et aujourd'hui, nous travaillons justement sur les conséquences indirectes de ces transformations, notamment sur l'impact de l'urbanisation de Tahiti qui a été accélérée, mais non pas initiée par la création du CEP. On essaye de questionner les transformations d'autres secteurs de l'économie à l'arrivée de ces dizaines de milliers de travailleurs, de ces flux financiers qui ont accompagné la création du CEP. Et puis, un peu plus proche des essais eux-mêmes, on travaille aussi aujourd'hui sur la manière dont se sont constitués les savoirs sanitaires, environnementaux, au moment de débuter les essais, comment en ont découlé ou s'en sont suivis une observation de l'environnement pour étudier les effets des tirs eux-mêmes. Donc voilà, il faut selon moi, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, garder à l'esprit que les conséquences environnementales au sens large
dépasse largement le cadre des essais eux-mêmes, à la fois spatialement, chronologiquement et dans la nature des effets de la création du CEP et de son démantèlement. Merci. Monsieur Martin, vous voulez compléter les propos de vos deux collègues avant de passer aux questions des députés, d'abord de Madame la rapporteure. Oui, merci. Pour aller un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit par Benjamin Furst, il y a un aspect qui est très important dans la prise en compte des conséquences des essais, c'est les échelles de temps et les échelles spatiales. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu trop à voir cette question des essais sur les deux atolls qui ont, voire les éléments qui ont servi en fait d'accueil général du CEP. Mais en fait, il faut considérer cette question des essais à l'échelle de l'ensemble de la Polynésie, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les échelles de temps, il y a effectivement l'échelle de temps de la radioactivité, mais il n'y a pas que la radioactivité, c'est-à-dire que les conséquences environnementales, on peut les prendre en compte ou les envisager avant les essais et après les essais, au-delà simplement de la question des risques radiologiques, dans la mesure où, par exemple, Benjamin Furst au niveau de Tahiti, par exemple, le risque d'inondation que vous avez dans certains secteurs de Tahiti a été en grande partie aggravé aussi par l'installation du CEP, première chose. Deuxième chose, la question qui avait été évoquée finalement du secret autour des retombées radioactives concerne finalement pas que les retombées radioactives, puisque autour du CEP et de l'activité du CEP, on n'a pas eu que des risques liés en fait aux essais à la radioactivité, mais également des risques, on va dire, indirects liés à l'activité cyclonique que vous avez dans cet espace, mais également à l'activité qui est du point de vue des tsunamis, qui concerne également ce secteur. Et en fait, on se rend compte que ce qui est assez intéressant dans la mise en place finalement du centre d'essai du Pacifique, il y a un côté secret qui est à la fois lié au côté un peu secret défense des essais, mais qui est aussi lié à une volonté plus ou moins évidente de cacher ce qu'on ne savait pas. Et donc l'installation du CEP s'est construite sur une grosse méconnaissance finalement de l'espace dans lequel s'installait le CEP, au niveau de son fonctionnement, du point de vue climatique, du point de vue de son fonctionnement naturel, etc. Et donc on a un peu géré ça au fur et à mesure de la découverte des problèmes, que ce soit par rapport aux cyclones, que ce soit par rapport aux tsunamis, que ce soit par rapport aux inondations, par rapport à tout un tas de questions environnementales. Et le problème de communication dès le départ autour du secret que vous avez autour de la radioactivité, finalement, il influence la totalité finalement de la communication autour des données environnementales. Donc on a un gros domaine finalement de méconnaissance, et ce domaine de méconnaissance, il a tendance à être aggravé par le fait qu'on se focalise d'une manière, on va dire, un peu trop évidente autour de la question uniquement de la radioactivité, ce qui permet finalement de laisser tout le reste un petit peu de côté, et ce n'est pas forcément une bonne chose en ce qui concerne, d'un point de vue général, les conséquences environnementales que vous avez dans ce secteur. Merci. Alors, je laisse la parole à Madame la rapporteure, Mariana Red-Arbelot. Allez-y, et ensuite les députés. Yorana, merci de répondre à nos questions ce soir. J'ai une question sur le nombre des populations pour qu'on soit plus précis, si vous pouviez nous donner des chiffres plus précis que ce qu'on a. Donc, afin de mesurer les effets sur les populations, quelles étaient les données en termes de population entre 1960 et 2000 sur les zones affectées ou potentiellement affectées par les tirs nucléaires. Ce que j'aimerais savoir, c'est les mouvements qu'il y a eu entre les archipels vers Tahiti et vers les sites de tir. Ensuite aussi, combien de personnel en sont venus depuis l'installation, donc avant les tirs, jusqu'au démantèlement, si on a une idée de ce nombre de personnel. Et qu'est-ce que les recherches sur les circulations des populations avant, pendant et après le CEP ont apporté à la compréhension de ces mouvements? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont venus bousculer, par exemple, des hypothèses scientifiques ou des discours politiques sur l'histoire de ces mobilités?
et j'aimerais bien, au final, que vous nous parliez de l'image de Papeete, qui est la capitale donc, de Tahiti, si cette capitale et ses abords, on peut dire qu'ils ont été façonnés ou pas par le CEP. Merci. Alors, qui veut répondre? Est-ce que vous avez bien compris concernant les... Oui. Madame, allez-y. Oui, on a bien. Donc, concernant les mobilités liées au CEP, donc on est, enfin il y a ce chiffre d'environ 100 000 travailleurs tout au long de la période, de 63 jusqu'à 96, 96-2000, dont ces 10 à 12 000 travailleurs polynésiens et polynésiennes qui ont été concernés. Ensuite, sur cette question des mobilités, donc là, il y a un vrai renouveau. Il y a un renouveau historiographique concernant le fait que pendant longtemps, on a parlé, donc, il y avait une espèce de consensus qui existait à la fois entre les acteurs politiques, les responsables du CEP, donc il y a eu une idée dominante comme ça qui a circulé concernant l'exode rural en Polynésie française au moment du CEP. Donc on a parlé d'exode rural, on a transposé un modèle qui avait été forgé pour décrire des schémas de mobilité qui étaient ceux de l'Europe au moment de son industrialisation, au moment des différentes phases de son industrialisation. Et finalement, en fait, cette transposition, elle a été pernicieuse parce que en fait, elle rendait pas du tout compte de la réalité, c'est-à-dire que on a parlé d'un dépeuplement des archipels. Or, ce dépeuplement des archipels, il est non vérifié dans les statistiques. Au contraire, on a du point de vue des stocks de population, des effectifs de population, on a une augmentation de ces effectifs de population au cours de la période. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique parce que justement, l'arrivée du CEP, elle s'effectue dans un contexte de transition démographique, c'est-à-dire qu'on a une mortalité qui baisse et une natalité qui reste haute, donc ce qui favorise un accroissement naturel conséquent. Et donc, dans ce contexte d'accroissement naturel, donc les mobilités à destination de l'agglomération de Papeete, elles sont conséquentes. Donc, effectivement, l'agglomération de Papeete voit sa population augmenter très fortement au cours de la période, mais ça ne veut pas dire que les archipels se vident pour autant. Donc, c'est-à-dire qu'en proportion, les archipels la part de la population qui vit dans les archipels hors île du Vent diminue, mais en effectif, elle continue à augmenter au cours de la période. Et donc ça a une incidence parce que ça veut dire que dans les espaces qui étaient les plus exposés, on n'est pas face à des effectifs qui diminuent, mais au contraire face à des effectifs qui continuent d'augmenter. Alors, ce propos, bien sûr, je suis à l'échelle des archipels, ça ne veut pas dire qu'à l'échelle de telle ou telle île, il n'y a pas eu ponctuellement une baisse de la population. Hein. C'est le cas, par exemple, à Makatea. Hein, l'ouverture du CEP coïncide quasiment avec la fermeture donc, de l'entreprise des phosphates de Makatea. Et donc là, effectivement, à l'échelle de cette île-là, on a une baisse de la population, mais qui n'est pas représentative d'une situation plus globale. Donc, on a cette augmentation de la population dans la ville de Papeete. Et donc, là, on a un afflux cet afflux de population, il a fait l'objet d'une stigmatisation de la part des discours politiques. Donc, c'est notamment l'arrivée de classes populaires dans l'espace urbain qui a été pointée du doigt. Et donc, on a plusieurs documents qui évoquent la constitution d'un prolétariat urbain et l'idée qu'on serait dans une situation qui pourrait déboucher sur une forme, une situation quasiment insurrectionnelle. Et donc, cette présence de plus en plus forte de personnes originaires des îles, donc elle est vécue sous la forme parfois souvent de tensions, parce qu'en même temps, il y a une présence très forte des militaires et du personnel du CEP dans la base arrière de Papeete.
Il y a même une présence qui est plus importante que ce qui avait été prévu initialement. Et donc, il y a des tensions qui se jouent au cours de la période dans cet espace urbain, des tensions sur le logement. Donc, avec le logement pris en charge en ce qui concerne les travailleurs et les militaires qui viennent de France continentale, alors que de l'autre côté, les travailleurs polynésiens et les Polynésiens et les Polynésiennes qui arrivent en ville, il n'y a pas cette prise en charge. L'Office public de l'habitat a été créé au début des années 80, donc une création qui est relativement tardive. Et au début, l'effort de construction, il concerne avant tout les cadres du CEP ou une classe moyenne supérieure, donc dans des lotissements avec donc il y a 900 logements quand même qui sont construits à Papeete, à Tautira et à Uturoa, donc dans une île de Raiatea qui est en termes de logement social, mais bien sûr, ça ne permet pas de satisfaire la demande. Donc, on a des problèmes de mal logement qui se développent et qui ont été, là aussi, qui ont fait l'objet d'une enquête de la part de la SCETIL. Donc, on a des rapports concernant ces problèmes de logement, mais pas de politique qui permettent réellement donc de résorber la situation, puisque en fait toute l'action politique qui est formatée par cette idée d'un exode rural massif et d'un dépeuplement des archipels, l'effort des politiques publiques va se concentrer sur les archipels hors Tahiti, sur les îles hors Tahiti. Avec donc cette idée qu'il faut dynamiser et qu'il faut rendre attractifs ces îles, donc en développant notamment des aérodromes dans plusieurs de ces îles, en développant des stations expérimentales et des activités économiques dans ces îles. Et donc, il y a un géographe australien qui s'appelle John Connell qui, au début des années 80, fait ce constat que en Polynésie française, c'est le seul territoire, il souligne le caractère exceptionnel de la situation, où on résout les problèmes urbains en investissant dans des espaces extra-urbains. Donc cette crise que connaît l'agglomération de Papeete, et aujourd'hui encore, on voit encore les conséquences donc, de cette période dans l'agglomération, avec un taux de vacances qui est très important dans les espaces les plus centraux, avec beaucoup de logements qui sont dégradés, d'habitats qui sont dégradés dans ce territoire, au cœur de l'agglomération. Cette crise, finalement, elle est abordée donc, par cette idée qu'il faudrait permettre aux Polynésiens de revenir. Donc, c'est formulé explicitement comme ça dans certaines archives, que les Polynésiens puissent revenir à la cocoterie. Donc, on a vraiment une assignation à la fois territoriale des classes populaires en Polynésie aux îles dites périphériques, et une assignation aussi à certaines activités, avec cette idée qui a été bien décrite par Renaud Mels, cette nostalgie par anticipation, c'est-à-dire le fait que les responsables du CEP ont conscience de transformer la Polynésie française. Et donc, l'un des objectifs, c'est aussi de rendre ces transformations en partie réversibles. Donc, la réversibilité, ce serait de revenir à une économie coloniale d'exportation avec donc cette activité du copra, donc de la production du copra, liée à l'exploitation des cocoteraies, qui sert de référence dans le discours politique, même s'il y a aussi d'autres activités agricoles qui sont développées concernant l'élevage à Tohovi, à Nukuiva, aux Marquises, les pins caraïbes, la pomme de terre à Tubuai, la perliculture aussi, la pêche. Donc, on a cet effort qui est fourni dans ce sens. Monsieur Fursou-Martin, vous voulez compléter réponse de votre collègue ? Oui, si je peux me permettre juste de compléter la dernière liste de Florence, il y a le tourisme aussi qui entre en jeu à partir des années 60 et sur lequel on compte aussi pour modifier transformer l'économie après le CEP. D'abord, pour juste donner quelques chiffres très précis sur la population, à Tahiti, on passe de plus de 45 000 habitants en 1962 à 115 000 en 1980, pardon, c'est le moderniste qui parle, en 1980. Et on est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est à 180 000 habitants dans les années 2000.
Madame la députée, vous parliez des zones exposées ou affectées ou potentiellement affectées. On peut évidemment penser en priorité au Tuamotu-Gambier. Et là, d'après les statistiques, j'ai pas de statistiques île par île, mais pour l'ensemble des Tuamotu-Gambier, on est à 9000, un peu plus de 9000 habitants en 1962. On approche les 12 000 en 1980. Et dans les années au début des années 2000, on est à quasiment 16 000 habitants. Voilà pour des chiffres en volume. Je ne peux qu'agréer tout ce que Florence a dit sur l'analyse des mobilités. Sur les transformations de l'urbanisme à Tahiti, clairement, le CEP a contribué à modifier la morphologie urbaine. Florence a à juste titre parlé de l'habitat et de l'impact de cette arrivée massive de travailleurs du CEP et de leurs familles. Alors là où je mettrais une nuance, c'est qu'en fait, les transformations, c'est pas une nuance, ça confirme un élément que Florence avait évoqué, c'est que l'urbanisation de Tahiti commence avant le CEP. Comme dans de nombreux autres cas, le CEP accélère, aggrave, perturbe des processus qui en fait commencent dans les années 1950 ou au tout début des années 1960. Et pour l'urbanisation de Tahiti, ça ne change, il en est de même, dans la mesure où au tout début des années 1960, on se rend bien compte qu'il y a une croissance de la démographie de l'agglomération de Papeete qui pose problème, qui va poser des problèmes en termes d'habitat. Et il y a des plans qui sont mis en place. On missionne la CETIL pour élaborer un nouveau plan d'urbanisme, d'abord de Papeete, puis d'autres communes, notamment de Fa'a. Mais personne n'anticipe l'afflux de main-d'œuvre qui arrivera 2 ou 3 ans plus tôt. Et dans cette trajectoire urbaine de Papeete, il y a non seulement l'immigration, mais aussi les grands travaux qui, là aussi, vont être accélérés par le CEP. Il y en a qui le précèdent et qui en sont décorrélés, comme la création de l'aéroport, les premiers remblais sur le port. Mais lorsque le CEP arrive, l'ampleur de ces transformations, souvent à grande échelle, va croître. C'est notamment l'industrialisation, l'artificialisation complète ou quasi complète du lagon de Papeete port. C'est la création de grands espaces destinés à accueillir les infrastructures militaires, le village CEA à Maïna, la base d'Arwe, etc. Et puis, le CEP amène aussi des hommes et de la main-d'œuvre pour. C'est le discours et c'est l'objectif des autorités militaires et de l'État, d'aider au développement du territoire. Et donc, l'arrivée de bulldozers, de membres du 5e régiment mixte du Pacifique vont permettre de procéder à un certain nombre de grands travaux d'aménagement, de terrassement, d'ouverture de routes qui vont accompagner la croissance urbaine, croissance qui est mal maîtrisée, Florence l'a dit, et surtout qui va pousser la morphologie de Tahiti à dépasser de la plaine côtière et attaquer les pentes, les montagnes, les vallées, avec un certain nombre de conséquences sociales, environnementales liées à la pollution, à l'accès à un assainissement de qualité. On en est loin. Un autre facteur aussi qui nous semble important, et là-dessus j'ai travaillé à
avec un autre collègue, Alexis Vrignon, tout récemment sur la question, c'est la difficile lisibilité des prérogatives en matière d'encadrement du développement urbain. C'est-à-dire qu'il y a un héritage qu'on peut qualifier de colonial à certains égards, une forte présence de l'État en 1962, un pouvoir décisionnel qui reste entre les mains des représentants de l'État. On a l'arrivée des militaires et des dirigeants du CEP qui ont leurs propres intérêts. On a un processus de transformation des districts en communes. Alors, Papeete était déjà une commune, mais ça va progressivement s'étendre aux communes adjacentes, et ce qui va entraîner la création d'un nouveau niveau de décision et de responsabilité. Et puis, il y a énormément d'informels. Florence en a déjà parlé au niveau de l'habitat, mais dans un certain nombre de pratiques de construction, de développement urbain, le poids de l'informel, le recours aux dérogations quasiment systématiques fait partie de la norme et donc perturbe largement les plans de développement qu'on a pu mettre en place au début des années 60. Monsieur Martin, pour conclure sur cette question, et après on passe aux questions des députés. Ouais, très rapidement, il faut bien avoir en tête que le CEP s'est installé dans quelque chose qui, du point de vue de la représentation, était un désert et qui finalement ne correspondait pas tout à fait à un désert. Et urbaniser finalement une zone insulaire est quelque chose qui est relativement compliqué parce que, en fait, quand vous êtes dans un désert loin de tout, vous n'avez pas forcément accès aux matériaux qui sont nécessaires pour une urbanisation massive. Et l'impact sur l'environnement, il est aussi lié au fait qu'on soit sur une île et que, par conséquent, il faut trouver le matériel, la place disponible pour pouvoir urbaniser. Et notamment dans le cas de Tahiti, ça a obligé en fait à occuper toutes les basses plaines, à occuper les zones qui étaient potentiellement à risque, à remonter sur les versants, à piocher dans les rivières pour récupérer du matériel, à piocher dans le lagon, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément anticipé. Il a fallu gérer au fur et à mesure des besoins. Très bien, merci. Alors, une première question de M. Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime. Chers collègues, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention et en vous écoutant, je pensais à l'histoire de ma ville. En quelques mots, j'habite une ville à côté du Havre où on parle souvent du débarquement de Normandie en 1944, mais il y avait le rembarquement de Normandie à travers des camps-cigarettes et où des dizaines de milliers de soldats ont séjourné dans ma ville avant d'embarquer sur des bateaux au Havre pour rejoindre les États-Unis. Et la vie dans ma ville, à cette époque-là, qui avait 5000 habitants, a été totalement transformée par ces camps militaires qui couvraient la totalité des champs de la ville. Et une économie, une vie s'est installée parallèlement à l'activité des soldats. S'est installée et de la violence. Dans les années qui ont suivi, on a eu connaissance de viols, de naissances après, on a eu connaissance de prostitution, on a eu connaissance qu'on n'avait pas forcément immédiatement, mais l'ouverture parfois de documents a permis de mesurer ça. Et quand je vous entendais parler d'une centaine de milliers de personnes, de travailleurs qui viennent dans une zone comme cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, et la vie, à ce moment-là, on a parlé du logement, on a parlé de l'activité, est-ce qu'il y avait aussi dans l'impact de cette activité humaine forte, est-ce qu'il y a eu aussi des situations comme ça qui ont pu traumatiser la Polynésie à ce moment-là? Et est-ce que vous, historiens, vous avez trouvé dans des recueils, dans des interviews d'acteurs, des témoignages qui montrent que c'est aussi ça l'héritage du CEP? Très bien. Qui veut répondre à Monsieur Lecoq en premier? À nouveau, est-ce que ça convient à mes collègues si je prends la parole?
Donc merci pour cette question. Alors, on a beaucoup parlé donc de la situation à Tahiti, mais il faut savoir que l'implantation du CEP en Polynésie française, on parle de nucléarisation. Donc, cette nucléarisation, elle a concerné la base arrière qui était à Tahiti, elle a concerné la base avancée qui était à Hau, donc un atoll des Tuamotu, elle a concerné bien sûr Mororoa et Whangataofa, mais donc Hau, donc on est dans une situation où on est un atoll habité et où voilà, il y a une implantation du CEP et un rapport de force, un rapport numérique avec plus de militaires que de population, et une population qui est finalement enserrée dans le village d'Otepa, alors que donc le motu principal, donc l'îlot principal de l'atoll est largement occupé par les installations militaires. On a un autre exemple qu'on a pu documenter à la fois dans les archives et grâce à des entretiens, donc grâce à une mission sur le terrain avec Renaud Mels, c'est l'atoll de Tureia, où s'implante, on parle là de poste périphérique, donc on a à la fois une station météo et une station de suivi radiologique, des conséquences radiologiques, qui s'implante dans cet atoll. Donc là, c'est un atoll dans lequel, au début des années 60, il y a 50 habitants et il y a plus de 250 militaires qui débarquent dans cet atoll. Donc, pour donner une idée des rapports numériques entre les deux groupes et de la manière dont l'implantation du CEP transforme les atolls en question. Et donc, cette arrivée massive de militaires, elle pose des questions, bien sûr, du point de vue des relations, de l'encadrement des mœurs. Et donc, il y avait eu un projet d'installation d'un bordel militaire de campagne à Tahiti, mais ça a été rejeté en bloc, notamment pour des raisons religieuses. Et donc, ce projet, il n'a pas été mené à bien, ce qui fait qu'il y a eu ce qui se passe en ville à Tahiti. Il y a aussi une tension sur le marché sexuel, même matrimonial, dans la ville. Et donc là, on a des rapports de renseignements qu'on a pu que j'ai pu consulter au service historique de la défense à Vincennes, qui font état de ces tensions. Et à nouveau, c'est la figure donc des jeunes hommes polynésiens qui est incriminée, comme dans ces rapports de renseignement, comme empêchant les militaires de pouvoir accéder aux femmes polynésiennes comme ils le veulent. Et cette tension, cette figure des jeunes hommes polynésiens qui empêcherait l'accès aux femmes, on lui impute aussi le fait que les militaires en viennent à fréquenter des femmes transgenres, les rere, donc c'est le nom qui est donné à ces femmes. Et donc là aussi, on a un rejet donc de formes de prostitution, mais aussi de fréquentation de ces populations qui sont et donc avec des conséquences pour les militaires qui sont pris sur le fait, qui sont renvoyés ensuite en France, donc un encadrement des mœurs qui joue comme ça. En ce qui concerne Tureia, on a eu effectivement, Tureia ou Hau, on a eu des témoignages de situations qui relèvent du viol, avec des situations où des femmes ont été fortement alcoolisées et ensuite il y a eu des viols, des violences sexuelles qui ont été commis, mais c'est pas tout. Il y a aussi eu des unions qui ont pu être consenties entre des Polynésiennes et des militaires. Ces unions, elles ont pu donner lieu parfois les militaires qui restaient sur place, qui s'installaient. Donc on a quelques exemples, notamment à Hau de cette configuration, mais aussi des militaires qui repartaient ensuite. Et donc des familles qui étaient marquées par l'absence des pères. Dans de nombreux cas. Alors cette absence, elle a été vécue de différentes manières. Dans les entretiens, on a eu
une analyse qui est plus ou moins vécue donc sur un mode dramatique ou pas, mais donc on a des schémas familiaux en tout cas qui ont été mis à mal par ce brassage de population et ce départ. Il y a aussi bien sûr des femmes polynésiennes qui ont suivi les militaires en France et qui se sont installées en France. Donc on a tout cet éventail donc de situations avec des formes de stigmatisation plus ou moins poussées et des formes de violence qui, là aussi, tout le travail reste à faire sur les violences sexuelles, puisque c'est quelque chose qui ressort dans les entretiens uniquement à demi-mot et à condition qu'on... Voilà, parfois, il faut un petit peu insister pour que ça ressorte. Et donc là, sur ce point, la parole n'est pas libérée, mais c'est le cas dans d'autres contextes. Merci, Madame Muri. Est-ce que l'un de vos deux collègues veut compléter votre réponse à la question de Monsieur Lecoq sur le bouleversement? Je serais bien en peine d'ajouter. Non. Ok. Bien, on va passer à une autre question d'un autre député alors. Monsieur Maxime Lenné a une question pour vous. Il est député de Seine-et-Marne. Monsieur Lenné, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les trois. Moi, j'ai deux questions pour rebondir sur vos propos. D'abord, une question qui rebondit sur le propos de Madame Muri. Vous avez parlé du biais du travailleur sain. Alors moi, c'est un concept que j'ai découvert quand on a auditionné les médecins de l'armée l'autre fois. Et bon, je comprends le concept, mais du coup, alors j'ai deux questions pour vous là-dessus. J'ai cru comprendre que vous étiez un petit peu sceptique, donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et sinon, si on admet qu'il peut y avoir un biais sur le travailleur sain dans la mesure où les militaires étaient sélectionnés pour leur qualité physique, physiologique, etc., et peut-être résister mieux à des doses que la population locale, il y a quand même un cas particulier, c'est les travailleurs civils qui travaillaient pour les militaires. Donc ça, c'est ma première question. J'en aurai une deuxième après pour Monsieur Martin, s'il vous plaît. Alors, première question pour Madame Muri, si vous voulez bien répondre. Sur les travailleurs sains. Je vous remercie pour cette question. Je suis désolée si j'ai paru sceptique. Le biais du travailleur sain, en fait, ça relève, ça renvoie aux méthodologies qui sont utilisées en épidémiologie, à savoir que quand et c'est pas mon domaine de spécialité, vous l'avez compris, mais quand on relève, quand on effectue un suivi en termes d'affection longue durée ou de mortalité liée aux essais nucléaires, à la radioactivité, on a besoin donc de comparer le groupe sur lequel on est en train d'effectuer ces mesures avec un autre groupe. Et donc, la comparaison, elle était faite avec la population générale. Sauf que les travailleurs, les militaires qui ont travaillé pour le CEP, qui sont venus en Polynésie française, quand ils ont été recrutés, justement parce qu'ils avaient souvent un état de santé qui était meilleur, ou en tout cas ceux qui avaient un état de santé qui était jugé trop critique étaient écartés. Donc finalement, on a une population un échantillon qui a un meilleur état de santé général à la base que la population qui sert de référence pour la comparaison. Ça joue aussi pour les travailleurs civils, puisque il fallait passer une visite médicale, y compris pour les travailleurs polynésiens et les travailleuses polynésiennes, pour pouvoir se rendre sur les sites, pour pouvoir aller travailler au CEP. Donc il y avait aussi cet enjeu de la visite médicale et de gens qui ont pu être écartés aussi à ce moment-là. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est de l'enquête SEPIA, l'enquête SEPIA, elle porte sur un échantillon qui a été choisi parmi justement ce fichier des 43 000 personnes qui avaient bénéficié en travaillant pour l'armée d'un suivi anthropogammamétrique
Et donc, il y a aussi certainement dans l'échantillon qui a été choisi des travailleurs civils polynésiens, puisqu'ils figurent dans ce fichier, puisqu'ils ont été embauchés par l'armée. Donc, ce n'est pas forcément que des militaires qui figurent dans cet échantillon. Ensuite, voilà, donc ouais, ce biais du travailleur sain, il constitue une première limite de l'étude. Ensuite, il y a la question en fait de la constitution de l'échantillon, le fait d'avoir pioché justement donc dans ce fichier du suivi anthropogammamétrique, sachant que c'est seulement une partie des travailleurs et des travailleuses du CEP qui ont bénéficié donc de ce suivi. Donc, est-ce que c'est représentatif donc de l'ensemble de la population exposée parmi les travailleurs, parmi les travailleurs du CEP? Merci. Donc, Monsieur Lenné avait aussi une question pour Monsieur Martin. Allez-y. C'est ça. Merci beaucoup pour votre réponse très claire. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma deuxième question est pour Monsieur Martin. Parce que vous avez parlé d'une aggravation du risque d'inondation à Tahiti et vous avez évoqué aussi le sujet du tsunami, mais du coup, je n'ai pas compris précisément s'il y en avait plus ou si le risque était aggravé du fait qu'il y ait eu des essais nucléaires là-bas. Donc, est-ce que vous pouvez juste préciser ces deux éléments? Et question connexe, est-ce que du fait de l'ensemble des activités du CEP, il y a des régions des atolls polynésiens qui sont devenues inhabitables et qui le seraient encore maintenant ou qui l'ont été pendant un certain temps après les activités du CEP? Merci. Merci pour votre question. Quand vous dites inhabitable, c'est par rapport aux radiations? Non, pas forcément, puisque j'ai compris que vous vous intéressiez de manière plus large aux effets sur l'environnement, donc pas forcément sur les radiations, mais y compris en rapport avec les questions sur inondation, tsunami, mais même le reste, si j'ai bien compris, les activités du CEP, on peut nuire à l'environnement au-delà de l'impact en termes de radioactivité. Oui, d'accord, merci pour la précision. Alors, à ma connaissance, en dehors des deux atolls sur lesquels des essais ont eu lieu, il n'y a aucun endroit qui est, on va dire, fermé à la vie humaine ou interdit à la vie humaine. Concernant votre question relative aux inondations, dans le cas de Tahiti, on est dans un contexte à la fois climatique et topographique qui fait qu'on est sur des îles qui sont très sensibles au risque d'inondation. Donc, en cas notamment de cyclones et de précipitations intenses, on peut avoir des crues de type torrentiel qui peuvent être particulièrement destructrices. Et l'impact du CEP est à la fois direct et indirect sur la dynamique des cours d'eau que vous avez notamment dans le secteur de Tahiti pour deux raisons. La première, c'est qu'il a fallu prélever énormément de matériel pour la construction dans le cadre du CEP, pas que, mais dans l'urbanisation de Tahiti également. Donc, on a curé, prélevé du matériel, donc complètement modifié la dynamique des cours d'eau du point de vue de l'inondation. Donc, ça, c'est, on va dire, sur l'aspect aléa, sur la manière dont évoluent les crues. Et de manière indirecte, il a fallu trouver de la place aussi pour construire. Et donc, plus on a besoin de place et plus on a construit dans des secteurs qui étaient impropres finalement à la construction par rapport justement aux aléas naturels. Et dans le cas de certains cours d'eau, et notamment de la Punaru, vous avez une très forte urbanisation dans des zones inondables, notamment dans la partie basse de la Punaru, de secteurs qui ont été construits après que la rivière ait été canalisée, en augmentant le débit, en augmentant le volume, et donc en exposant finalement de vastes secteurs de l'île au risque d'inondation. Ça, c'est pour les inondations, avec une dimension particulière, à savoir que dans la gestion des inondations, vous avez une procédure qui est assez voisine de la procédure française, à savoir que vous avez des plans de prévention des risques. Ils ont été prescrits pour l'ensemble des communes de Tahiti, à savoir 47 PPR qui ont été prescrits, si je me souviens bien, en 2006. En l'état actuel, je crois qu'il y en a 2 qui ont été effectivement réalisés, un pour la Punaru et un autre dans une des îles. Mais en dehors de ça, on est dans quelque chose qui est pour l'instant difficile à gérer comme en métropole, parce que en fait, on n'a pas de place, c'est du point de vue du foncier. Il y a à trouver un système qui permet de concilier à la fois la protection des biens et des personnes et en même temps la mise à disponibilité du foncier pour éviter de complètement asphyxier, paralyser les îles et Tahiti en particulier. Concernant le tsunami, je me suis peut-être mal exprimé dans la manière dont je l'ai abordé. Il y a deux choses en fait.
il y a une exposition de la Polynésie au tsunami liée à la présence de la Polynésie dans le Pacifique, donc en fait au milieu de la ceinture du feu du Pacifique, puisque vous avez des gros tsunamis qui peuvent être provoqués soit du côté américain et notamment de l'Amérique du Sud, soit du côté opposé, à savoir notamment les Aléoutiennes, etc. Et donc ces tsunamis ont particularité ou vocation à pouvoir traverser l'océan Pacifique et pouvoir atteindre les îles de la Polynésie. Ça s'est notamment produit au moment de l'installation du CEP, puisqu'on a eu des tsunamis en 57, on a eu en 1960, en 1964, qui ont impacté le secteur de Tahiti, mais également, dans une moindre mesure, certaines des îles. Et ça, par contre, c'est un élément qui n'avait pas été forcément pris en compte au moment de l'installation du CEP, puisqu'on a pas mal de documents dans les archives qui montrent qu'en fait, on ne savait absolument rien de ce risque-là, et aucune mesure n'a été prise, par exemple, sur les deux atolls de Fangataufa et Moruroa, sur la protection des personnels qui travaillaient sur place, notamment par rapport au risque du tsunami, auquel se rajoute le risque cyclonique, mais je garderai ça éventuellement pour une autre question. Et après, il y a un deuxième aspect concernant les tsunamis, qui est le tsunami potentiellement géré par les activités du CEP, notamment à travers la déstabilisation de la couronne récifale, dans lesquelles ont eu lieu les essais. Et après les essais aériens, les essais ont d'abord été faits pour une grande partie à l'intérieur de la couronne récifale, non pas à l'intérieur du lagon, mais de la couronne récifale. Et on s'est rendu compte assez rapidement que ces essais avaient pour inconvénient de déstabiliser complètement la couronne récifale, qui était finalement relativement fragile. Et il y a eu ce que, à l'époque, l'armée appelait des conséquences hydrauliques, qui est une façon un peu imagée de parler de tsunami. Donc c'est un phénomène qui a touché assez fortement Fangataufa dès 1973-74, où même les tirs à l'intérieur sous le lagon ont déstabilisé la couronne récifale. Donc on a suspendu en partie les tirs sur Fangataufa à cause de cet aspect-là. Et c'est également un phénomène qui a touché Moruroa à plusieurs reprises, en 77, en 78, en 79. Et en 79, il y a eu un essai dans la couronne qui a déstabilisé une masse d'à peu près 100 millions de mètres cubes sous-marins, qui a généré un tsunami à l'échelle locale, où, d'après les témoignages qu'on a retrouvés, on va dire, non officiels, le lagon s'est complètement vidé, et on a eu, quelques dizaines de minutes plus tard, une vague qui a fait à peu près 2 mètres de hauteur, qui a submergé le de Moruroa et qui a provoqué en fait 3 blessés. 3 blessés parce que finalement personne n'avait compris la réalité du risque de tsunami. Se rajoute à ça le fait qu'à l'heure actuelle, on soit toujours dans la surveillance de la partie nord de l'atoll de Moruroa, justement dans la crainte d'un potentiel mouvement de terrain, glissement de grande ampleur, où là aussi on parle dans les documents officiels de loupe de glissement, qui a tendance un petit peu à sous-estimer la réalité du phénomène, puisque dans la partie nord de Moruroa, on a quand même potentiellement entre 600 et 700 millions de mètres cubes qui pourraient potentiellement être instables. Et en cas de déstabilisation de cette partie de la couronne récifale, on pourrait avoir un tsunami qui pourrait atteindre en une dizaine, quinzaine de minutes l'atoll de Tureia, par exemple, voire au-delà. Et donc, ça explique aussi qu'on ait toujours ce suivi qui se fasse de manière permanente sur la partie nord de Moruroa, alors que dans le cas de Fangataufa, on est plutôt sur de l'inspection visuelle qui se fait par des visites sur place une fois par an. Alors, pourquoi on n'a pas d'instrumentation sur Fangataufa? Parce qu'on considère qu'on est plutôt sur un phénomène de stabilisation, malgré les fissures qui sont constatées sur l'atoll. Et si je peux juste rebondir. Allez-y, rapidement, Madame Murray. Ce sera rapide. Ouais. C'est juste par rapport à ce qui a été exposé par Monsieur Martin sur Tureia. Donc la question, elle portait aussi sur est-ce qu'il y a des espaces qui sont inhabitables. Cette question de l'habitabilité de Tureia étant donnée
Enfin, voilà, on est face à des populations qui ne sont pas rassurées et c'est quelque chose, donc cette angoisse, elle est omniprésente dans cet atoll en cas donc, justement d'effondrement d'une partie de la couronne récifale à Mororoa, donc la crainte d'être submergé, d'être emporté et que le dispositif qui a été mis en place ne soit pas suffisant. Et donc, on est face à des populations qui envisagent même, voilà, qui réclament d'être déplacées à Tahiti, éventuellement sur des anciens terrains de l'armée ou des terrains de l'armée. Parce que le fait de vivre avec cette angoisse, c'est quelque chose qui est considéré comme insurmontable, alors qu'on est aussi face à des populations qui sont très attachées à la vie sur leur atoll. Mais donc, il y a toute cette ambivalence qui ressort et qui questionne finalement l'habitabilité de cet atoll. Je peux compléter encore un petit peu ce qui vient d'être dit, si vous m'y autorisez. Allez-y. À Tureia, la population se trouve dans la partie nord de l'atoll, et c'est la partie sud qui serait touchée en premier lieu par un tsunami. Donc les modélisations parlent d'une vague d'à peu près 2 mètres. C'est effectivement très angoissant pour les populations. Et ça, c'est en grande partie lié à un problème initial d'absence de communication, d'information autour de la question des risques, puisque en fait, on n'a pas parlé ou très peu parlé des risques radiologiques, et on en a profité pour ne pas parler non plus des autres risques par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'on est, et c'est tout à fait paradoxal, dans un contexte de très mauvaise connaissance des risques, même s'il y a des travaux d'acculturation auprès des populations des Tuamotu qui ont été faits au cours des dernières années, justement pour la culture du risque par rapport au tsunami, par rapport au cyclone. Donc de ce point de vue-là, on essaye un peu de rattraper le temps perdu, mais c'est particulièrement dommage compte tenu des moyens qui ont été mis en place dès le départ au moment de l'installation du CEP, puisqu'on avait en fait un système de surveillance météorologique d'une part, de l'autre côté un système de surveillance géophysique qui a été mis en place, qui était de très très grande qualité et qui aurait dû profiter dès le départ à l'acculturation de la population sur cette question des risques, plutôt que de devoir derrière essayer de rattraper un peu. C'est un peu le principe des fake news, à partir du moment où on a une fausse information qui est partie, c'est très 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 compliqué de la rattraper. Et il y a des populations dans les atolls des Tuamotu, par exemple, qui sont persuadées qu'elles sont exposées à un risque de tsunami d'eau radioactive. C'est-à-dire qu'on imagine que non seulement il y aura un tsunami, mais que le tsunami emportera de l'eau radioactive, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance même du phénomène en tant que tel. Merci. Alors, une autre question. Madame Dominique Voynet, qui est députée du Doubs, a une question pour vous. Et après, on va passer à la conclusion. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je m'intéresse aux conséquences des essais nucléaires sur la Polynésie, mais je crois qu'on a... j'ai fortement depuis longtemps l'intuition qu'une des conséquences les plus graves, les plus durables, les plus insidieuses, c'est le bouleversement total des repères de la société polynésienne elle-même, qui a été largement amplifiée par la manne facile du CEP, qui a perduré, y compris après l'arrêt des essais. Et je suis vraiment très intéressée par la façon dont vous décrivez finalement, de façon pernicieuse, dites-vous, cet exode vers Tahiti au moment de la mise en place du CEP. Vous avez décrit en fait un phénomène qu'on peut à la fois comprendre et qu'on ne comprend pas. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, au moment où le CEP s'installe, il y a énormément d'emplois qui sont offerts à la population polynésienne, qui sont sans doute moins pénibles que le COPRA, mieux payés aussi que le COPRA. Il y a sans doute des bureaux de recrutement qui sont installés sur les atolls, vous allez nous le dire. Et puis effectivement, même si on choisit les personnes qui sont en bonne santé, qui sont les travailleurs sains, comme l'a rappelé tout à l'heure Maxime, on voit bien que pour les emplois d'entretien, de logistique, de services, de bâtiments, de main-d'œuvre, etc., la tentation a été très grande de faire venir pas mal de salariés à Tahiti. Et on voit en fait, vous avez décrit certains des grands travaux qui ont été réalisés à cette époque-là. Moi, j'en rajouterai un. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Mariana, mais c'est aussi l'époque où on construit la prison de Nutania, avec quand même qui a été vite remplie et qui a été saturée.
Et donc, je me dis, est-ce qu'on n'est pas face à un phénomène, finalement, une transformation très profonde de l'organisation sociale, des rapports de force? Vous avez décrit, Madame Murie, les violences sexuelles, la décomposition des familles, mais je pense qu'il y a eu aussi, par exemple, une profonde transformation du régime alimentaire, avec une explosion de l'obésité, la perte de la langue. Il y a de moins en moins de jeunes qui parlent le réo, par exemple, en ce moment. L'influence des églises, que ce soit l'Église des Saints des Derniers Jours ou les églises évangéliques. Et je me demandais finalement si l'augmentation de la natalité que vous avez décrit sur les archipels, comme à Tahiti, elle n'est pas une sorte de contre-phénomène de Raoui, c'est-à-dire que c'est le contraire. Il y a abondance, donc on fait des enfants. Myriana, tu me donneras aussi peut-être ton avis sur le sujet. C'est-à-dire que là où il y avait de l'autorégulation dans la sobriété, la frugalité ou même la privation, j'imagine, peut-être qu'on a quelque chose qui est une sorte de contre-exemple. Vous avez évoqué aussi la question des risques. Et moi, je me souviens, dans une vie antérieure, j'ai été invitée par le maire de Papeete à inaugurer des logements sociaux. Puis je me demandais pourquoi il m'invitait. Puis en fait, j'ai compris tout de suite que les logements sociaux, ils étaient construits dans le lit d'un torrent, que forcément, ça allait être la catastrophe. Il s'est dit, finalement, je vais inviter un ministre du gouvernement, comme ça, je suis protégée, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, en ayant vu les lieux, j'ai dit qu'il était hors de question qu'on inaugure quoi que ce soit à cet endroit. Bon, évidemment, les logements étaient déjà occupés, etc. Mais c'est vrai que sur ce territoire très en pente, etc., c'est comme spectaculaire de voir où les êtres humains ont pu aller s'installer, quoi. Au bout de kilomètres de route sur lesquels on peine en saison des pluies à monter. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème. Mais ma question, en fait, elle concernait l'héritage colonial dont vous avez parlé et la concentration du pouvoir entre les mains de l'État. Parce que, au fond, qu'est-ce qui s'est passé et comment expliquez-vous la forte adhésion, alors on nous a raconté déjà évidemment Pouvana, etc., mais la forte adhésion des élus pendant des décennies au modèle importé qui leur était proposé par la métropole. Parce qu'au fond, jusqu'au Taoui, jusqu'au changement de gouvernement en 2005, il y a eu comme une très grande docilité des élus locaux et des élites tahitiennes face à l'installation du CEP. Alors, qui veut bien répondre à la question de Madame Voynet sur la réaction, l'adhésion des élus? Je veux bien. Alors, vous démarrez, Madame, et vos collègues vont suivre. Madame Murie. Oui. Donc, alors il y a plusieurs éléments en ce qui concerne le Rahui sur la natalité. En fait, on est dans un contexte, ça a été bien documenté par Christophe Sand. La Polynésie française, avec la colonisation, a connu ce que Christophe Sand appelle une hécatombe, c'est-à-dire une dépopulation qui a été très longue et qui n'a pas concerné que les marquises, comme on croit parfois, mais qui a concerné l'ensemble de la population en Polynésie française. Et donc, la transition démographique, quand elle intervient, c'est un mouvement de fond qui commence avant le CEP. Et donc, on a un régime, donc on a un régime démographique qui se transforme à cette occasion sans que les comportements de fécondité ils aient tout de suite été transformés. Donc, ce qui fait qu'on a plus de naissances et donc on a cet accroissement naturel. Ensuite, pour ce qui est des bouleversements culturels et des repères dont vous parliez, on a une historiographie aujourd'hui, elle s'intéresse aux situations de domination et de domination coloniale. On parle de colonialisme nucléaire. On s'intéresse à la manière dont cette domination elle a été installée,
Et effectivement, le précédent qu'avait constitué l'affaire Pouvana-Opa a pu en dissuader plus d'une et plus d'un de se mobiliser, mais il y a eu des mobilisations contre l'installation du CEP et contre le modèle économique que vous décriviez. Il y a eu des pétitions de femmes qui sont renseignées actuellement par Manatea Tayaroui, donc qui est doctorant et qui, je crois, va être auditionné également par la commission d'enquête. Il y a eu un député comme John Teariki qui a opposé une résistance et un discours particulièrement bien informé sur les conséquences des essais nucléaires. Et ensuite, donc on peut renseigner cette situation de domination, on peut renseigner ces résistances politiques, mais on peut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle parfois l'agentivité des Polynésiens et des Polynésiennes, c'est-à-dire cette capacité d'action, même dans une situation de domination coloniale, de colonialisme nucléaire, comme le terme a pu être employé, ou d'impérialisme nucléaire, comme on évoque parfois. Et en fait, ce qui ressort des entretiens que j'ai pu mener auprès des anciens travailleurs et des anciennes travailleuses, c'est que le fait de travailler pour le CEP, de se rendre, c'est pas forcément le signe d'une adhésion ou d'une conversion à la modernité la modernité entre guillemets, qui est proposée par le CEP. C'est pas parce qu'on va travailler au CEP que forcément on transforme complètement son mode de vie, ses croyances et son référentiel culturel. Et ça, justement, on a des situations où justement le comportement, les pratiques des travailleurs et des travailleuses polynésiennes questionnent les responsables du CEP. C'est notamment le fait que les travailleurs ne restent pas et que parfois, au bout de 3 mois, 6 mois, 2 ans, ils préfèrent rentrer dans leur île. Et donc ça pose beaucoup de questions. Dans les archives, les responsables évoquent une volatilité de la main-d'œuvre. Et donc en fait, il faut aller voir les anciens travailleurs et les anciennes travailleuses pour comprendre pourquoi ils ne sont pas restés, alors qu'on décrit parfois une manne financière phénoménale. C'est bien le signe aussi d'une forme donc d'agentivité. Le fait que malgré ces salaires qui étaient plus élevés, qui étaient parfois 7 fois, 10 fois plus élevés que ce qu'on pouvait toucher par ailleurs, ces gens font le choix donc de rentrer dans leur île. Et là aussi, le modèle de l'exode rural, qui est un modèle faux, on l'aura compris, puisque les îles ne se dépeuplent pas, il ne permettait pas de renseigner finalement ces retours dans les îles. Il ne permettait pas de s'intéresser à ces retours dans les îles, qui pourtant sont structurants pour les îles dans lesquelles on a pu mener l'enquête. Et en fait, pourquoi est-ce que ces gens rentraient ? Parce que justement, ils n'ont pas été convertis à l'idéologie, à ce qui accompagne le CEP, et qui continuent à poursuivre des objectifs qui sont en partie déconnectés de celui-ci. Alors ces objectifs, c'est notamment de rentrer s'occuper d'un parent malade, c'est aussi de fonder un foyer, puisque la distance, ça limite quand même la possibilité donc de fonder un foyer. C'est aussi, on a des travailleurs qui ne viennent au CEP uniquement pour financer une maison, la construction d'une maison. Et ça revient vraiment de manière récurrente. Alors cette maison, bien sûr, c'est une maison en dur. Donc là aussi, on a une mutation. On passe des fareni ou des faré en pinex à des maisons en dur, donc en béton. Mais là aussi, cette mutation, on peut la documenter. Elle était antérieure au CEP. Et donc, elle a été accélérée, elle a été amplifiée, bien sûr, par ce phénomène. Et bien sûr, enfin, dernier point, le CEP, dans les années 70, à la fin des années 70, il s'accompagne aussi de différents mouvements de renaissance culturelle en Polynésie française, avec des mouvements de renaissance culturelle tels que la renaissance tahitienne ou maori, qui se positionnent directement contre les essais nucléaires. Et donc, bien avant 2004, on avait des prises de position, par exemple, de Henri Hérault, ou de Bobby Holcomb contre ces essais nucléaires. Alors c'était difficile aussi pour Bobby Holcomb de prendre la parole sur ce sujet, parce que le fait de ne pas être français, il y avait toujours ce risque d'être expulsé qui planait sur ses prises de position. Et bien sûr, plus récemment, la renaissance culturelle mangarévienne, qui questionne largement les conséquences de l'implantation du CEP sur ce territoire, et qui justement insiste sur le fait que c'est à ce moment-là que la langue mangarévienne a été moins transmise, mais elle est quand même encore transmise, et il y a une mobilisation de la population
sur ces questions à travers le mouvement de renaissance culturelle et aussi les danses, le pays, qui également renaît, se redéveloppe grâce à l'initiative de certains et de certaines habitantes de l'île. Merci. Qui de M. Furt ou Martin veut compléter ou pas? Non? Vous voulez rajouter quelque chose? Je veux bien rebondir très brièvement, si vous me permettez. Allez-y. Sur la dernière question de Madame Voynet, sur les logiques d'acceptation, ou en tout cas de résignation des élus polynésiens. D'abord, j'aimerais renvoyer à la notice que Renaud Mels vient d'écrire pour le dictionnaire du CEP en ligne, qui explique bien les logiques qui sont à l'œuvre dans les années 60. Ensuite, il y a aussi un autre point qui, moi, me paraît important et qu'on a pu observer sur les effets de l'urbanisation de Papeete, c'est que les élus politiques ont un rôle d'intercession entre l'État et les populations locales et peuvent capter, on va dire, ou faire bénéficier leur population des ressources apportées par le CEP. Et donc, il y a une logique d'intérêt, sinon individuel, au moins collectif, mais très localisé, qui fait que si le CEP est imposé, il y a au moins possibilité d'en faire profiter ses administrés à l'échelle peut-être d'une commune, voire à une échelle encore plus restreinte. Je pense que c'est deux facteurs qui méritent d'être mentionnés. Merci. On finit le tour de table des questions par les questions de Madame la rapporteure, Myriana Redarbelot. 3 questions pour vous, je crois. Oui, alors... Merci, Monsieur le Président. J'ai d'abord une remarque plutôt par rapport à rebondir sur donc ce qu'a dit Monsieur Martin en parlant de fake news et ensuite du coup d'espèces d'idées dans les populations, notamment à Toureia, qu'une vague radioactive viendrait s'abattre sur l'atoll. Je dirais plutôt que des fake news. Et là, c'est pour la population de la Polynésie en général, c'est le manque d'information, l'absence, en fait, c'est ce que moi je ressens lors des entretiens que j'ai pu, des personnes que j'ai pu rencontrer, plutôt que des fake news, c'est en fait l'absence d'information qui fait que les gens, finalement, l'imagination a tout le champ de se développer et d'aboutir effectivement à des informations qui peuvent aller dans les deux sens, aller jusqu'au du coup fake news, mais c'est plus l'absence d'information à mon sens, en tout cas de mon observation. Ça, c'était donc pour rebondir à ce que vous aviez dit, Monsieur Martin. Ensuite, j'aurais une question pour Monsieur Furst. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les critères en fait qui ont joué dans le choix de la Polynésie, puisqu'on sait que avant de choisir et de désigner la Polynésie, il y avait quand même d'autres sites qui ont été évoqués. Et donc, je voudrais profiter de votre expertise pour avoir votre réponse. Et ensuite, à l'avant, le pendant et l'après CEP, revenir aussi sur la latitude de décision ou de participation des autorités locales sur voilà, le déroulement des opérations avant, pendant et après. Et ma dernière question, ce serait donc pour Madame Muri. Vous avez parlé de volatilité des travailleurs. J'ai pu rencontrer des travailleurs donc polynésiens qui avaient passé quelques années à Mururoa et qui venaient de l'atoll, enfin qui sont toujours sur l'atoll de Hana.
Donc j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ces personnels, en fait ces jeunes hommes à l'époque des atolls des Tuamotu et même jusqu'aux Marquises et voire aux Australes ont été recrutés. J'aimerais que vous racontiez comment ça s'est passé. Et pour revenir sur la volatilité, les deux personnes, les deux Matahiapu, hein, les personnes âgées que j'ai rencontrées qui avaient plus de 90 ans, n'ont même pas, quasiment pas cherché à faire reconnaître leurs années de travail à Mururoa. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, mais c'est tellement compliqué qu'ils ne touchent même pas de retraite ni de prorata de retraite, alors qu'ils ont participé donc à l'élaboration, à bâtir le CEP à Mururoa. Donc c'est aussi cette espèce oui, résignation, et si c'est trop difficile. Et ça vient aussi finalement rappeler la résignation de beaucoup de Polynésiens à monter des demandes de dossiers d'indemnisation, puisqu'on voit qu'il y a 13 000 malades de maladies potentiellement radio-induites, alors qu'on n'a que quelques milliers de demandes d'indemnisation. Je pense que c'est aussi l'attitude polynésienne devant les difficultés de montage de dossiers donc qui font qu'ils laissent tomber, quoi. Voilà, je voulais donc avoir vos 3 réponses à mes questions. Merci. Alors, une réponse chacun, qui veut bien... Une question chacun, pardon. Qui commence? Monsieur Furth, par l'ordre des questions de Madame la rapporteure. Monsieur Furth, Monsieur Martin, c'est une remarque. D'accord. Allez-y. Oh, merci beaucoup pour ces questions. Sur le choix du site, je ne veux surtout pas parler à la place de Renaud Mels, qui est le grand... c'est de loin le plus érudit d'entre nous sur cette question. C'est lui qui a fait l'essentiel des recherches. Encore une fois, je peux vous renvoyer à sa notice sur le dictionnaire du CEP. En attendant son audition, il a largement documenté à la fois les conditions et la chronologie qui ont conduit à la création du CEP. Je peux en rappeler quand même les étapes. La recherche d'un premier site en 1956, qui envisage assez vaguement de nombreuses possibilités. La Polynésie en fait partie. On évoque Rangiroa ou Hanuka aux Marquises, mais aussi la Réunion, les Kerguelen, la Nouvelle-Calédonie. Et puis finalement, les sites du Pacifique sont assez rapidement écartés pour des raisons à la fois techniques et stratégiques. Et c'est ce qui fait que c'est l'Algérie qui est finalement choisie. Finalement, c'est en 1960, face à l'impossibilité de réaliser des tirs, de continuer à réaliser des tirs aériens en Algérie, qu'on se penche à nouveau sur les territoires français du Pacifique et de l'océan Indien, là aussi avec une réflexion sur de nombreux sites, dont la Polynésie, mais c'est pas le seul territoire envisagé. Et puis au sein même de la Polynésie, il y a plusieurs sites qui sont envisagés dans les différents archipels avant que deux missions d'exploration en réflexion et desiderata on choisisse la Polynésie par un conseil de défense du 27 juillet 62. Et donc, en fait, c'est vraiment en 62 que ce choix semble arrêté et pas avant, pour des raisons qui ont trait à la fois, mais aussi, je ne veux pas parler à la place de Renaud, qui connaît bien mieux le dossier que moi, et pour des raisons qui ont trait à la fois à des questions stratégiques, à des questions logistiques, et puis aussi à des questions de représentation, à la fois sur ce qu'on va appeler le stigmate du Pacifique en termes de nucléarisation, puisqu'on a déjà des territoires du Pacifique qui ont été nucléarisés par d'autres puissances occidentales qui faisaient des essais, et puis pour des questions de représentation aussi très stéréotypée de l'envie des militaires de profiter de la Polynésie, de son climat et de ses avantages.
donc voilà pour les étapes grosso modo. Et puis, il y a une deuxième réflexion autour du choix de la Polynésie qui est au moment de passer aux essais souterrains, une nouvelle phase de réflexion quand on décide de passer aux essais souterrains, en tout cas de choisir un nouveau site après Ineker en Algérie. De nouvelles hésitations, de nouveaux sites envisagés, pas forcément en Polynésie, et puis finalement, c'est le choix d'utiliser à nouveau Mororoa et Whangataufa pour les essais souterrains qui est pris à la fin des années 60. Merci. Ensuite, Monsieur Martin ou Madame Murry. En fait, j'avais une question Je peux... sur la latitude des autorités locales à prendre des décisions ou pas. Oui, pardon. Alors sur cette question, je dois avouer que je suis très incompétent et je voudrais pas répondre de façon très très vague. Il me semble que les premiers travaux du programme Histoire et Mémoire et des premiers travaux du SOSI liés aux déclassifications ont montré que la marge de manœuvre des élus polynésiens au moment de l'installation du CEP et par la suite, pendant son fonctionnement, était très réduite, mais je serais bien en peine de donner des détails ici. Merci. Est-ce que je peux compléter sur un petit aspect? Oui, allez-y, Monsieur Martin. Il y a dans les représentations dont a fortement justement parlé Benjamin Furst, il y a un aspect qui est très important et je vous encouragerais à questionner Renaud Mels sur ce point. C'est la notion de désert, c'est-à-dire que le choix en fait de la Polynésie a aussi été fait parce que pour notamment les militaires et le gouvernement, on avait le sentiment de s'installer dans un désert et un désert qui était vu uniquement à travers, on va dire, une représentation d'ailleurs fausse d'un espace vide de population, c'est-à-dire que la notion de désert, elle ne tient pas du tout compte de questions ni d'environnement, ni quoi que ce soit. Donc on s'est installé dans un endroit où on se disait, il n'y a personne, il n'y a pas de population, et donc du coup, on pourra faire des essais sans essais aériens, sans qu'il y ait de possibilité d'impacter des populations, avec une idée dès le départ un peu surestimée de la capacité scientifique à maîtriser les processus, à maîtriser la météorologie, etc., qui a conduit à certains des accidents dont on a parlé précédemment. Alors, Madame Murry, pour la question qui vous concernait. Oui, ok. Juste si je peux aussi ajouter ma pierre sur la question du choix du site, mais Renaud Metz pourra en parler. Il parle de stigmate du Pacifique concernant le fait que dans le choix du site, le fait que le Pacifique soit déjà nucléarisé a joué également un rôle, que c'est cumulatif. On réalise des essais dans un endroit où on sait que la contestation internationale pourrait être moindre, puisqu'il y a déjà eu des essais réalisés dans cette partie du monde. Et il y a aussi, dans ce stigmate du Pacifique, il y a une espèce de fétichisation de la Polynésie française à travers donc l'exotisme et ces représentations de la vainée polynésienne qui jouent aussi un rôle dans l'idée que ce sera plus attractif que les Kerguelen pour les militaires français notamment, les Français qui viendront en Polynésie. Ensuite, donc pour revenir aux questions donc sur les mobilités des travailleurs, la volatilité des travailleurs, donc cette volatilité, vous avez compris que c'est une citation, donc c'est les responsables du CEP qui s'étonnent justement alors qu'en plus au départ c'est eux-mêmes qui fixent une limitation à l'embauche des travailleurs polynésiens en disant qu'il ne faut pas qu'ils viennent plus de 3 mois ou 6 mois pour pas désorganiser la vie dans les îles. Et à nouveau, on a cette nostalgie par anticipation, cette idée qu'il ne faudrait pas bouleverser le fonctionnement, mais ensuite, face aux besoins de main-d'œuvre, ce principe de limiter les contrats, il est complètement contourné. Et donc, on cherche à fixer
cette main-d'œuvre. Et on a des conditions de recrutement qui sont là aussi très différentes selon les contextes. Après, donc il y a ce cas de Anna, c'est dans le rapport, je crois, de 2006, où est mentionnée justement cette citation donc, de Jean-Baptiste Serran-Jérusalemi qui signale qu'en 63, donc les premiers légionnaires arrivèrent à Tahiti et les premiers travailleurs originaires de Anna débarquent de l'Oroena sur l'atoll de Moruroa. Donc c'est l'idée que le premier contingent à être envoyé à Moruroa, c'est justement ces travailleurs de Anna que vous, Madame la députée, Madame Reda-Arbelot, vous avez rencontré, si j'ai bien compris, certains nombre de ces travailleurs. Effectivement, mon travail d'enquête ne m'a pas encore amené à Anna et j'ai pas encore eu la possibilité donc de rencontrer ce personnel qui a joué ce rôle un peu pionnier à Moruroa. Alors, il y a eu des tournées de recrutement et donc on a aussi des traces à l'Assemblée territoriale. De représentants qui s'inquiètent des tournées de recrutement qui saignent, et là aussi je cite, les archipels. Donc on a ces tournées de recrutement qui ont joué un rôle, qui sont allés aux Marquises, qui sont allés aux Australes. On a aussi rencontré certains des recruteurs. Alors il y en a un qui est très célèbre, mais qui est malheureusement décédé à Tahiti, c'est Noël Frogier. Mais on en a aussi rencontré un à Raiatea qui a joué un rôle de premier plan. Et dans son recrutement, il raconte aussi qu'il y avait le recrutement des enfants. Il y a des enfants qui ont travaillé au CEP. Donc ce recrutement des enfants, il était masqué, et donc il y avait des techniques bien rodées pour masquer justement l'embauche d'enfants sur les sites. Et alors c'est pas, on a des sources qui se recoupent à ce sujet, puisqu'on a rencontré certains de ces enfants qui avaient été embauchés donc sous un contrat, sous un prête-nom, donc souvent le nom de la mère ou du père, pour réaliser des travaux qui étaient dangereux. Je pense à Toureya, à cet enfant qui a manipulé des ballons à hydrogène pour envoyer donc le ballon sonde dans l'atmosphère. Donc ces tournées, elles ont joué bien sûr un rôle, mais il y a un processus qui était déjà à l'œuvre, qui consistait pour les habitants des archipels, les jeunes hommes notamment, à venir à Tahiti, à venir à Papeete pour se faire embaucher. Donc ça, c'est les débuts des mobilités urbaines à destination de Tahiti, et ça existait avant le CEP. Il y a un exemple très célèbre, c'est l'exemple de Puvanaopa, qui vient à Tahiti pour travailler, qui trouve à s'embaucher en tant que menuisier, qui fait plein de petits boulots avant de s'engager en politique. Et donc ça, c'est avant le CEP. Mais donc pendant le CEP, il y avait aussi cette pratique qui continuait, ces formes de mobilité qui continuaient. Et donc on a une large partie des gens qu'on a rencontrés qui n'ont pas été recrutés par les tournées de recrutement, mais qui ont été recrutés à Tahiti à la suite d'un premier emploi dans l'agglomération de Papeete. Et ensuite, parce que le salaire est bien supérieur, ils entendent parler du CEP, ils entendent parler que le CEA recrute, ils entendent parler que les entreprises associées recrutent, et c'est comme ça qu'ils se font embaucher donc à partir de Tahiti, et donc ils ne vont pas être considérés forcément comme venant des îles. Et puis de toute façon, il n'y a que les habitants, notamment de Raiatea, qui ont droit à une prise en charge pour ce qui est des permissions ou des congés, qui leur permet de rejoindre leur île de départ à chaque fois, alors que les habitants des Marquises, il faut qu'ils trouvent à se loger à Tahiti, puisque les permissions ou les congés ne les reconduisent qu'à Tahiti et pas aux Marquises. Donc ils sont plus coupés finalement de leur île de départ que les habitants des îles proches comme Raiatea. J'espère que j'ai répondu. Ah oui, et donc il y a un dernier point, oui, c'est bien sûr le montage des dossiers pour les anciens travailleurs du CEP et les difficultés qui sont rencontrées. Donc là aussi, il y a des difficultés qui sont de nombreux ordres, qui sont liées à l'éloignement vis-à-vis le fait d'être éloigné des procédures, l'accessibilité en fait aux droits dans les îles. Alors il y a cette mission du Aller Vert qui a été mise en place par le Haut-Commissariat en Polynésie française. Il y a aussi le rôle des associations, des associations de défense des victimes, qui là aussi jouent un rôle, que ce soit auprès des anciens travailleurs ou auprès des populations résidentes dans le montage des dossiers. Mais il y a des difficultés qui subsistent, notamment quand on fait la démarche auprès du CIVEN. Il y a des appels téléphoniques qui doivent avoir lieu parfois en pleine nuit, alors qu'on est face à des populations qui sont âgées. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Le fait que ce soit par téléphone, il y a cette crainte de ne pas être compris ou de ne pas comprendre l'interlocuteur au téléphone, sachant qu'il y a des gros enjeux autour de ce processus d'indemnisation.
Et donc, cette tendance donc, à essayer de solliciter quelqu'un qui maîtriserait mieux la langue ou voilà, qui pourrait permettre donc d'accompagner la personne. Et donc, parfois, il y a ce découragement qui peut avoir lieu face à des procédures qui sont voilà, très gourmandes en temps, en démarche administrative et avec ces difficultés liées au décalage horaire. Oui. Juste une dernière question, Madame la rapporteure. Juste une dernière question, Madame Muri, sur les Portugais. Vous les avez évoqués tout à l'heure et je suis curieuse et je pense que ça intrigue aussi pas mal de mes collègues. Je l'ai su il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas plus de détails, donc si vous pouviez nous en donner un peu plus. Merci. Là aussi, on est sur une frange qu'on essaye de renseigner et Renaud Mels pourra peut-être vous en dire un peu plus, sûrement vous en dire un peu plus. Donc, en fait, il y a eu la question qui s'est posée assez rapidement de l'embauche de travailleurs étrangers. Ça avait été le cas à Makatea où on avait fait venir des gens des îles Cook. Et donc, là, il y a des débats auxquels on a eu accès, notamment aux Archives nationales. Donc, on envisage des gens de Wallis et Futuna, mais donc là, c'est une intervention de la Nouvelle-Calédonie qui fait que finalement, on abandonne cette hypothèse. Les gens des îles Cook, on estime que ils sont trop proches de la Nouvelle-Zélande, donc il y a des enjeux géopolitiques. Une main-d'œuvre asiatique ne serait pas possible, ça avait été le cas. La main-d'œuvre asiatique, il y avait eu recours à cette main-d'œuvre asiatique et notamment chinoise pour le coton à Tahiti. Donc là aussi, elle est écartée dans le contexte de la guerre froide. Et donc c'est finalement, on a un contingent de Portugais dont on trouve des traces dans plusieurs archives qui participent à la construction des installations donc à Mororoa et Fonga Taufa. Donc les traces qu'on trouve dans les archives, c'est notamment sous la forme que pour ce qui est, il y a notamment une archive qui parle donc pour ce qui est des travaux de mer que les Portugais seraient moins compétents finalement que les Polynésiens. Où là vraiment, alors qu'ils sont souvent dénigrés dans ces archives, les travailleurs polynésiens. Dans la mer, vraiment, là, il y a une reconnaissance donc de compétences et d'ailleurs, il y a tout un tas de travaux qui vont être confiés uniquement à des travailleurs polynésiens quasiment, comme les tâches de baleiniers pour franchir les récifs en Polynésie française. Donc, on sait que ces travailleurs portugais, ils ont participé à la construction d'une partie des installations. Mais donc, il reste encore à écrire plus précisément cette histoire. Et donc, c'est des contingents qui semblent avoir été malgré tout limités, puisque la priorité, c'était de faire venir des gens de France et d'utiliser une main-d'œuvre locale autant que possible. En vous entendant, j'ai une question, Madame Muri, mais qui s'adresse aussi à vous trois, puisque vous venez de prononcer le mot archive. Donc, vous êtes universitaire, chercheur. Est-ce que vous avez déjà fait des demandes de déclassification d'archives? Est-ce que vous avez suivi des refus? Qu'est-ce que vous attendez des déclassifications à venir Allez-y. Oui, alors... Il y a déjà eu un précédent donc avec la première commission d'enquête parlementaire et avec Madame la rapporteure Mariana Redarbelot. Donc on avait pu faire état donc de difficultés, notamment dans l'accès à certaines archives du DSCEN, donc du département au suivi des centres d'expérimentation nucléaire au fort de Montrouge. Donc, j'avais obtenu une dérogation pour accéder justement à ce fameux fichier des 43 000 travailleurs ayant bénéficié d'un suivi anthropogammamétrique, mais j'étais autorisée seulement à le recopier à la main. Donc, 43 000 noms à recopier à la main, je vous laisse imaginer. Voilà, donc ensuite, j'ai eu le droit de le recopier à l'ordinateur, mais là aussi, et ensuite de dicter. Donc, j'avais estimé à 30 jours de travail non-stop le recopiage. Et donc, la visite, le déplacement de Madame la rapporteure au fort de Montrouge, ça a permis donc d'exposer cette situation
qui s'est finalement débloqué en septembre dernier, donc en septembre 2024, où j'ai pu donc télécharger en signant une convention qui restreint quand même les conditions d'utilisation et qui pose aussi des questions, puisque normalement les données que je collecte, c'est des données qui appartiennent au CNRS, et donc il faut que je puisse les communiquer. Et là, la convention, elle ne le permet pas. Donc on a cet enjeu-là au DSCEN. Au DSCEN, l'autre problème, c'est aussi pour le moment l'absence d'inventaire, qui fait que on doit solliciter sur chaque thématique l'archiviste. Et maintenant, je crois qu'il y a eu un recrutement, donc qui sont plusieurs archivistes. Mais on ne peut pas en fait accéder directement, avoir un inventaire qui nous dit qu'est-ce qu'il y a comme fichier, comme dossier. Il faut que cet inventaire il soit dressé encore pour faciliter justement notre travail. Ensuite, on a la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est avec le commissariat à l'énergie atomique. Là aussi, concernant l'absence d'inventaire et le fait que finalement on accède à des archives au compte-gouttes qui sont délivrées. Voilà, on n'a pas de vision, de visibilité sur les archives qui pourraient être disponibles. Il y a le site Mémoire des Hommes quand même, où il y a une partie des archives du DSCEN et du CEA qui sont mis en ligne, et c'est un vrai progrès là aussi, donc dans le cadre des déclassifications. Ensuite, en ce qui concerne les archives de l'armée, on a une situation qui est inégale. On a une situation qui est relativement confortable au service historique de la défense à Vincennes, où là, on peut accéder à un grand nombre d'archives, et il y a quelque chose de très satisfaisant quand même dans le fonctionnement donc de cet accès. Mais après, les autres sites, c'est plus compliqué. À Pau, par exemple, dès le début de ma mission, donc en septembre 2023, j'ai fait une demande de dérogation qui, pour l'instant, n'a toujours pas abouti, même si j'ai eu des échanges. Donc, c'est pas une absence totale, c'est pas une fin de non-recevoir, c'est une lenteur qui fait que moi, je suis recrutée pour un post-doctorat pour 2 ans, et du coup, au bout d'un moment, ça obère quand même nos capacités de travail. Et à Brest aussi, il y a eu des difficultés liées au fait qu'il y a eu un incendie un incendie proche. Donc, il y a de la suie qui a été répandue sur les archives, où il y a un risque, je n'ai pas bien compris, mais en tout cas, on ne pouvait plus accéder aux archives à Brest jusqu'au mois de mars, je crois. Donc là aussi, ça recule notre accès. Et à Châtellerault, il y a aussi des difficultés qui ont été constatées, dans des lenteurs à nouveau, qui bloquent notre avancée sur ces questions. À Brest, c'est simplement parce qu'il y a eu un dégât. Il y a eu un dégât des eaux. Voilà. C'est pas une volonté de pas vous. Non, c'est pas les archives qui ont été. Oui, bien sûr. Ouais. Monsieur Furso, Monsieur Martin, sur les archives. Oui, je veux bien très rapidement, si vous me permettez, compléter. Alors d'abord, pour mettre un petit bémol sur le SHD, moi, mes demandes de dérogation qui datent de 2023, elles n'ont pas encore été traitées. Donc, visiblement, on n'a pas tous le même traitement de faveur à Versailles. Non, j'exagère, pardon. Après, il est vrai que en l'absence d'urgence, je n'ai pas relancé après ma demande initiale. Donc, il faudrait peut-être que je tienne un contact. Non, un problème, selon moi, un peu plus gênant à mes yeux, c'est le cas du service des archives territoriales de Polynésie, le SPAA, dont il y a des archives de l'État à Papeete qui étaient consultables parce qu'il y avait une convention entre l'État et la Polynésie pour avoir accès à ces fonds. Et depuis 2018, non, je vais dire de bêtises, depuis 2020, la convention a été dénoncée et on n'a plus du tout accès à ces archives. Alors même qu'on sait, puisqu'on y avait accès avant 2020, qu'il renferme des documents absolument essentiels pour étudier l'histoire de la Polynésie contemporaine et éclairer les impacts directs et indirects du CEP à de nombreux égards, éclairer les processus de décision qui ont pu avoir lieu. Alors, le problème du SPA, je pense, dépasse largement celui de l'histoire d'une convention obsolète, ou en tout cas qu'il fallait dénoncer avec l'État, puisque la difficulté de conservation concerne en fait aussi les archives du territoire avec les mêmes conditions absolument
inatteignables qu'on nous impose pour avoir accès aux archives sans aucune justification. Et donc, voilà, le cas du SPA, pour moi, est l'un des plus problématiques avec ceux évoqués par Laurence Murry. Oui, et j'ai pas mentionné aussi, pardon, je rebondis, mais le cas des archives nationales, où là aussi, ça s'ajoute encore des lenteurs, donc des dérogations qu'on demande et qui n'aboutissent pas, même si l'accès hors dérogation, il est facilité. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces presque 2 heures d'échange. Nous allons y mettre un terme. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, puisque chez vous, c'est le matin, bien évidemment. Nous devons aller... Il y en a 2 qui sont en Alsace. Ah, il y en a 2 qui sont en Alsace, pardon. Ah oui, je croyais que vous étiez tous les 3 en Polynésie, mais non, il n'y a qu'une il y a que Mme Murry qui est en Polynésie, les 2 autres sont en Alsace. Donc, je vais vous souhaiter aussi une bonne nuit comme nous. Nous devons retrouver notre hémicycle. Nous allons avoir des votes maintenant et nous reprenons demain matin à 9 h pour une autre audition en visio avec l'association Morurois et Tatou dès 9 h demain matin. Voilà, merci à tous les trois. Et puis encore une fois, si vous avez des compléments d'information ou des points que vous n'avez pas pu évoquer ce soir et que vous voulez nous rappeler, eh bien n'hésitez pas d'une part à remplir le questionnaire que vous avez dû recevoir et aussi nous faire parvenir par écrit toutes les notes que vous souhaiterez. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci. Merci. Recording stopped.